Euh, voilà, donc aujourd'hui, de quoi je vais vous parler, c'est de culture, d'identité et de communauté, les relations amoureuses des jeunes. Euh, je m'appelle Mylène de Repentigny-Corbeil. J'ai un baccalauréat en relations internationales et droit international et une maîtrise en communication internationale et interculturelle. Je me suis intéressée dans le cadre de mon parcours académique, surtout à l'intersection entre identité culturelle, identité religieuse, identité sexuelle et identité de genre. Donc, cette intersection-là de comment vivre sa sexualité dans un contexte culturel, dans un contexte d'immigration, comment vivre son identité sexuelle aussi, donc son identité de genre aussi. Donc, toutes ces dimensions-là, j'ai fait mon mémoire sur les discriminations vécues et perçues par les Marocains, Marocaines queer à Montréal et j'ai coordonné un projet de recherche sur la sexualité des personnes croyantes. Donc, vous voyez toutes les dimensions qui m'habitent et qui m'intéressent. Et sinon, dans la vie de tous les jours, je suis en effet directrice générale de Les Trois Sexes. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent l'organisme, mais ça va me faire plaisir de le présenter. Je peux en parler pendant 4 heures, fait que je vais essayer de me limiter le plus bref possible, mais les trois sexes, on est un organisme qui lutte pour la santé sexuelle et les droits sexuels. Les trois sexes, c'est pour sexe, sexualité, sexologie, et non hommes, femmes et autres, ou plein d'autres choses que ça pourrait être, mais c'est vraiment ancré dans la sexualité, dans la sexologie. En fait, c'est un organisme qui est né du département de sexologie, en fait, de personnes qui étudiaient en sexologie à ce moment-là. Et ce qu'on fait habituellement s'ancre autour de 3 volets, un volet diffusion, un volet sensibilisation et un volet éducation. Ce qui relève de la diffusion, c'est vraiment tout ce qui est diffusion et vulgarisation des savoirs. Donc, si jamais c'est des notions qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur notre revue en ligne, notre site web, où c'est comme un peu un hub sexologique où on diffuse l'information. On a aussi un colloque annuel sexualité et technologie. Fait que voilà, on a aussi des grandes campagnes de sensibilisation sur plusieurs sujets. On travaille autant sur la sextorsion que sur les réalités des personnes LGBTQ+, en région, sur les violences insidieuses. C'est vraiment important de parler de racisme sexuel, fait que c'est aussi des notions sur lesquelles on travaille, etc., etc. Et on utilise habituellement les nouvelles technologies. Pourquoi je vous en parle, c'est que c'est souvent on crée des outils, des vidéos, des photos. Fait que c'est des choses qui peuvent être utilisées aussi à la fois pour vous-même ou quand vous faites de l'intervention. Et finalement, on a un volet éducation que je vais être très brève parce que c'est Estelle qui le dirige, ce volet-là. Estelle qui va vous parler par la suite. Mais en gros, notre volet éducation fait de l'éducation à la sexualité ou forme ceux qui forment en éducation à la sexualité. Vous l'aurez compris qu'on on est beaucoup sur culture et citoyenneté québécoise en ce moment qui prévoit des contenus en éducation à la sexualité dans les cours. Donc, voici un peu ce qu'on fait à Les Trois Sexes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux en parler pendant des heures. Voilà. Mais aujourd'hui, le petit plan de la rencontre et de quoi je vais vous parler, c'est en trois temps. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de l'influence de la culture et de la religion sur les relations amoureuses. En deuxième temps, je vais vous parler brièvement d'interculturalité et de sexualité, donc aussi de représentation de la sexualité, mais de pratiques sexuelles qui peuvent être nommées, comprises, intégrées dans un cadre interculturel. Et finalement, je vais vous parler un peu entre queerness, donc identité queer, racialisation et croyance. Je vais être quand même brève sur ce troisième point-là parce que je vais laisser Estelle en parler un peu plus profondément. Mais c'est vraiment mon sujet de prédilection et mon sujet de mémoire. Donc, n'hésitez pas si c'est vraiment beaucoup plus des questions qui vous interpellent. Donc, pour commencer, l'influence de la culture et de la religion sur les relations amoureuses, quelle est cette influence-là? Quelle influence peut avoir la culture et la religion sur la vision des relations amoureuses, sur avec qui les jeunes s'affilient ou pas, etc., etc. Donc, je vais vous présenter quelques influences qu'ils peuvent avoir qui découlent des sujets, des entrevues que j'ai faites, des groupes de discussion que j'ai fait, aussi des jeunes avec qui on a parlé avec les trois sexes. Il y en a plein d'autres influences qui peuvent survenir, mais en voici quelques-unes. Ça peut influencer le choix du ou de la partenaire. Je vous ai mis en tout petit en bas endogamie ou exogamie.
c'est des termes très académiques, mais pour dire est-ce qu'on veut que notre partenaire soit de la même origine culturelle que nous ou de la même croyance religieuse ou de même valeur commune. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas pour les jeunes? Pour certains, oui, pour certains, non. Pour certains, c'est moins important. Ça peut influencer aussi le symbole et la vision de l'amour, comment on conçoit l'amour. Est-ce que c'est dans justement, dans le point qui suit, est-ce que c'est dans un cadre marital ou pas? Est-ce que c'est dans une configuration relationnelle particulière, un statut relationnel? Qu'est-ce que les jeunes visent, que ça soit aujourd'hui ou plus tard, comme cadre relationnel et comme amour au sens large? Puis je parle d'amour parce que ça va jouer un rôle aussi dans la sexualité, ou si la sexualité est uniquement liée à l'amour ou pas. Est-ce que les jeunes se permettent des pratiques sexuelles uniquement dans un cadre relationnel, uniquement dans un cadre amoureux, uniquement avec des personnes qui sont proches de leurs valeurs, etc. Fait que ça va jouer un rôle aussi dans leur perception et dans leur volonté d'initier des relations amoureuses. Ça peut jouer aussi un rôle sur leur rapport interpersonnel, autant avec leur famille, leur communauté, leurs amitiés. Est-ce que cette personne-là va être présentée à leur communauté? Est-ce que cette personne-là va être présentée à la famille? Si oui, comment? Avec les amitiés aussi, dans quel cadre amical, dans quel cadre relationnel et interpersonnel cette relation-là peut jouer un rôle. Ça va être fondamental aussi, comment on l'interprète. Puis, ça va jouer un rôle aussi dans comment ils sont capables de se projeter potentiellement dans cette relation-là, de tisser des liens, des liens interpersonnels. L'autre enjeu qui vient en ligne de compte, c'est la parentalité puis l'éducation des enfants. Donc, est-ce que c'est un besoin de devenir parent? Est-ce que la parentalité est quelque chose qui est importante pour eux et elles? Souvent, ça peut s'inscrire dans une vision ou dans un cadre culturel et religieux. Je parle d'éducation des enfants parce que ça aussi, c'est souvent revenu. Je veux éduquer mes enfants éventuellement dans un cadre où mes convictions religieuses, mais aussi mon cadre culturel peut être présent, diffusé, transmis à des enfants. Donc, est-ce que c'est important ou pas? Et finalement, ça va aussi jouer un rôle dans les pratiques et les représentations sexuelles et la spiritualité et les pratiques religieuses au sein de la relation. Je vais être très brève sur ces deux points-là parce que je vais en parler vraiment plus par la suite. De manière générale, puis tout au long de ma présentation, vous allez voir que ça peut être répondu par une compréhension liée à la culture, la religion et la relation amoureuse, l'identité sexuelle et de genre, mais de manière générale, c'est tous et toutes des questions qu'on se pose quand on entame des relations amoureuses. Je pense que si j'ai un conseil spécifique à vous transmettre au niveau de l'intervention, c'est d'avoir oui, une sensibilité aux vécus qui vous sont partagés, mais aussi de toujours se rappeler que c'est un parcours qui est commun à quiconque de s'associer avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que soi, d'entretenir des bons rapports interpersonnels, des liens avec la famille, des questions de parentalité, c'est des questions qu'on se pose, peu importe l'origine culturelle ou les croyances religieuses. Ça va s'ancrer différemment, ça va se déployer différemment, mais ça va être toujours les mêmes questions de base. Fait que oui, d'avoir une sensibilité à ces questions-là, mais aussi ne pas les séparer ou les faire être complètement divisés, complètement séparés, parce qu'en bout de ligne, ben, c'est des notions qui se retrouvent chez tous les jeunes et les moins jeunes. Quel type de stratégie de conciliation les jeunes peuvent déployer ou utiliser dans le cadre de relations amoureuses? Ben, il y en a plusieurs. La première, c'est l'inconfort, l'ambivalence. Ça peut aussi générer un inconfort, une ambivalence. Est-ce que c'est une relation amoureuse qui me convient? Est-ce que ma famille va être d'accord avec cette relation amoureuse-là ou pas, ou peut-être que c'est promu par la famille, par la communauté. Donc, il y aura toujours un sentiment un peu d'inconfort et d'ambivalence potentielle à travers ces relations amoureuses-là.
Il y a certains jeunes qui peuvent mettre de côté de manière définitive ou temporaire une partie de leurs éléments identitaires, donc que ce soit la religion, que ce soit évidemment, on ne peut pas mettre de côté son origine culturelle, mais de mettre de côté certains liens culturels, certaines appartenances à certaines communautés, etc. Ça peut être aussi une mise de côté, si on parle de diversité sexuelle et de pluralité des genres, ça peut être une mise de côté définitive ou temporaire de son identité queer. Donc, de naviguer à travers tout ça, ça se peut qu'à certains moments, ben, il y a une mise de côté définitive ou temporaire d'une partie d'eux et d'elles. La troisième, c'est une permission à certaines pratiques. Donc, les jeunes peuvent se permettre de pratiquer certaines choses ou pas. Pratiques autant sexuelles, intimes, relationnelles que religieuses ou que culturelles. Donc, c'est quelque chose qui se négocie, qui bouge, qui est en mouvement, qui est fluide. Donc, on se permet certaines pratiques, on ne s'en permet pas d'autres. Ça peut bouger, ça se peut qu'éventuellement, il y ait certaines pratiques qui soient permises ou qu'on se permettait pas avant et vice-versa. Fait que c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Ça peut être mouvementé, puis à certains moments, il y a une permission de certaines pratiques ou pas. L'autre stratégie, c'est une redéfinition des termes. Fait qu'on peut redéfinir qui on est. On peut redéfinir comment on se positionne, comment on s'incarne dans cette relation-là. On peut aussi redéfinir quelle est l'identité sexuelle, quelle est son identité sexuelle ou son identité de genre en cohérence avec ses valeurs culturelles ou avec ses valeurs religieuses. Fait que c'est pas nécessairement de mettre de côté un ou l'autre, mais c'est peut-être de le redéfinir autrement puis de l'incarner dans une démarche très agentive, l'incarner différemment, puis le chercher à être soi autrement. Aussi, il peut y avoir beaucoup de discussions et conseils, puis si vous êtes en posture d'intervention, mais vous pouvez être ces personnes-là que les jeunes vont vers pour discuter, pour avoir des conseils, pour essayer de comprendre leur place dans leur relation amoureuse, mais aussi leur place au niveau identitaire. Les personnes que j'ai rencontrées aussi discutaient beaucoup avec des amis de même origine culturelle qu'eux et elles, peut-être avec leur communauté religieuse ou leur communauté culturelle, aussi avec des pairs dans leur relation amoureuse aussi, puis avec des intervenants, intervenantes. Fait qu'il y a plein de personnes qui sont liées d'une manière directe ou indirecte à leur relation ou à leur réflexion, leur stratégie de conciliation identitaire. Et vous pouvez en faire partie. Finalement, il y aura toujours de la communication et de la négociation. Donc, communication autant avec soi-même qu'avec d'autres, qu'avec leur communauté. Puis une négociation identitaire qui, comme je le disais, n'est pas du tout linéaire. Puis tout le monde, peu importe notre origine culturelle, va venir à négocier son identité. Puis finalement, il va pouvoir avoir une réinterprétation. Fait que ça peut être une réinterprétation de ce que veut dire son identité, de son identité sexuelle, de son identité de genre, de son identité religieuse, son identité culturelle. Fait qu'on peut réinterpréter les termes, on peut les redéfinir, on peut se les approprier autrement à travers une réinterprétation un peu plus littérale, mais qui va correspondre à leur point de vue. Je vous ai mis plusieurs citations parce que je pense que ça l'ancre un peu plus tous les faits et les dires académiques qui sont des fois un peu de surface par moment. Fait que je vous ai mis des citations de personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mes études. Le premier, c'est Christine, c'est toutes des pseudonymes. Mais Christine m'a dit « Le choix de mon partenaire va être déterminé selon est-ce que je prends une personne de différentes cultures, de différentes religions, une personne qui vient de la même origine que moi. » Christine parlait beaucoup que c'était une question qu'elle s'était posée, qu'elle continue de se poser. Et elle va répondre, moi personnellement, je pense que oui, c'est important de pouvoir partager justement les mêmes valeurs, de pouvoir me sentir libre par rapport à comment je me pense, qu'on puisse partager les mêmes valeurs, puis pas genre, ben moi je pense que ça, ben là moi je veux ça, parce que moi c'est après le mariage, non moi c'est maintenant. Donc de pas toujours avoir à négocier des conceptions, des volontés ou une manière d'être dans la relation amoureuse ou de se projeter dans la relation amoureuse. Fait que pas toujours d'être capable
de ne pas toujours être dans la confrontation ou dans la négociation avec son ou sa partenaire amoureuse. Et c'est une des raisons pourquoi certaines personnes vont chercher, certains jeunes vont chercher un ou une partenaire qui est de la même origine culturelle ou de la même religion qu'eux et elles. C'est justement pas pour pas toujours devoir négocier, discuter, challenger, débattre chacune de leurs positions. Un autre participant disait si quelqu'un est un catholique très pratiquant, il va à l'église chaque dimanche, il passe à travers tous les sacrements, il voudra probablement avoir une famille aussi qui a grandi à l'église ou dans l'islam, par exemple, quelqu'un qui va à la mosquée chaque vendredi et qui a l'intention d'éduquer ses enfants dans l'islam et de les amener à la mosquée chaque vendredi. Ça va être des gens qui vont chercher une relation amoureuse avec une personne avec qui ils ont cette garantie de pouvoir vivre cette expérience. Donc, c'est aussi un vécu partagé. Ça peut venir jouer un rôle dans leur relation amoureuse, puis dans le choix du ou de la partenaire, de vouloir vivre ces expériences partagées. Je rappelle que c'est toutes des notions, que c'est toutes des choses qu'on peut chercher dans des relations amoureuses, que ça soit sous des préceptes religieux ou autres. On désire souvent vivre des expériences similaires ou avoir des intérêts similaires avec la personne avec qui on a décidé d'être. Sinon, j'ai Clara ici. Clara qui a un parcours vraiment inspirant, qui était vraiment, vraiment intéressante. C'est une personne qui était d'origine, elle l'est toujours, je l'espère, marocaine, qui a grandi dans un foyer musulman. La religion musulmane était associée à quelque chose de très négatif pour des raisons qui lui sont propres. A rencontré une personne juive. Et était dans un processus de conversion au judaïsme. Si vous le savez, c'est quand même long comme conversion au judaïsme. Donc, elle était vraiment dans ce processus-là. Et c'était aussi ancré dans son identité bisexuelle, dans son identité queer, parce que sa rabbin était une femme lesbienne. Fait que c'était aussi un moyen, sa conversion au judaïsme était aussi un moyen d'affirmer, de valider son identité sexuelle. Donc, c'était dans un processus qui lui était propre. Mais c'était aussi parce que son partenaire était juif. Et finalement, puis je vous l'ai dit un peu tantôt, mais au-delà de mes mots, c'était encore plus prenant de le faire parler à un participant, mais qui disait, Alexandre, mais en fait, je pense que la question de la religion, de la culture, c'est un peu comme n'importe quelle valeur que tu partages. Tu vas toujours chercher à être en couple avec quelqu'un qui partage tes valeurs. Donc, c'était vraiment au cœur des discussions que j'ai eues. Au niveau de la sexualité, de manière très concrète, dans un contexte interculturel, mais très concrète, évidemment, je ne vais pas vous une pratique très, très concrète, mais comment on envisage la sexualité, si vous voulez, je peux vous partager aussi les pratiques que les jeunes font et m'ont témoigné, mais c'est beaucoup plus dans une vision de la sexualité, dans un contexte interculturel, dans un contexte amoureux et relationnel. De manière générale, ce qui en ressort dans mes recherches puis dans notre travail à Les Trois Sexes, c'est que la culture et la religion peuvent influencer la pratique de certaines activités sexuelles, en plus d'aider à concilier l'appartenance culturelle et religieuse et leur sexualité, à établir certaines limites personnelles et à respecter certains interdits. Donc, la culture et la religion peut jouer un rôle dans justement le choix. Le choix de certaines pratiques sexuelles, le choix, la représentation de la sexualité. Je vous en parlais, est-ce que la sexualité est uniquement dans un cadre marital ou pas? Est-ce que certaines pratiques sont acceptées ou pas? Qu'est-ce qui en est du désir sexuel? Est-ce que certaines pratiques est où la limite? Fait que c'est quelque chose qui va être toujours négocié, mais qui peut être aussi très empowering de dire, ben moi, je fais le choix. Fait que je fais le choix conscient de certaines pratiques que je me permets, que je l'ancre dans la relation et certaines que non. Fait que ça peut être vraiment un processus très empowering de définition de soi puis de définition de c'est quoi ses besoins, c'est quoi les limites. Fait que si vous êtes en intervention avec des jeunes, ben justement, de définir ces besoins-là, de définir les limites, ça peut être un bon moyen de leur permettre d'être attentifs et attentives dans cette définition-là. Une réinterprétation de la religion des textes religieux peut être pratiquée. Certaines personnes peuvent réfléchir et repenser leur positionnement religieux en cohérence avec leurs valeurs, comportements et pratiques sexuelles. Donc, ça peut être aussi amené à une réinterprétation. J'en parlais un peu plus tôt, mais ça peut vraiment mener à
une deuxième lecture des textes religieux aussi. Je vous parlais de Clara qui fait son processus de conversion avec une rabbin lesbienne. Ben, ça peut être aussi une réinterprétation avec sa rabbin de ce que la religion et les textes religieux disent par rapport à l'identité queer ou à l'identité de genre, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Fait qu'il peut y avoir une réinterprétation, de ne pas prendre l'interprétation majoritaire comme du cash, mais aussi de le réinterpréter, de le relire, de le renégocier, puis de s'entourer à des personnes qui ont une lecture différente de leur texte religieux, et tout ça aussi dans une démarche tout aussi empowering et tout aussi agentive. Et finalement, mais il y a certaines restrictions familiales et communautaires qui peuvent venir jouer un rôle dans leur représentation et dans leur pratique sexuelle avec des partenaires. C'est sûr que ça peut jouer un rôle. Certaines restrictions, mais aussi autorisations qui va mener à une décision ou une compréhension de leur sexualité différente. À nouveau, je vous ai mis quelques citations. Donc, ici, on a Maroun qui dit « Comment est-ce que les jeunes discutent de sexualité avec leurs parents varie d'une culture à l'autre et ça peut être un choc pour certaines personnes de voir qu'il y a des jeunes adolescents qui peuvent en parler avec leurs parents comme ils parlent de sport ou de quoi que ce soit d'autre. Tu sais, les premières fois, ça peut être comme « Ah, OK, vous parlez de ça à la maison. Ah, OK, pas nous. » Ça aussi, c'est une dimension qui est revenue souvent liée à la sexualité. C'est comment on en parle dans le milieu familial, comment on en parle dans le milieu communautaire. On le parle différemment, on n'en parle pas. On le parle dans un cadre très, très précis, qui est peut-être le cadre marital. Fait qu'il y a aussi toute cette dimension-là de comment on discute de sexualité aussi dans la famille. Puis si vous êtes en position d'intervention, mais ça se peut que en dehors des amitiés, vous êtes la première personne adulte ou la première personne qui a un statut différent, qui a un statut de père, avec qui ces jeunes-là peuvent discuter de sexualité de manière très concrète et en présentiel, en one-to-one. On aspire à ce que l'éducation à la sexualité est beaucoup plus diffusée. C'est ce qu'on fait à Les Trois Sexes. Mais souvent, ça se peut que ça soit un ou une sexologue ou le professeur qui en discute avec toute la classe versus quand on est dans une dynamique d'intervention, mais ça se peut que ça soit la première fois qu'on explore ou qu'on aborde ces questions-là avec un ou une adulte. De toute façon, c'est toujours gênant d'en parler avec les parents aussi. Selma qui nous dit, un peu dans la même logique, comme ma mère s'est jamais assise à côté de moi pour me dire tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Le Coran nous empêche de faire ci, ça, mais somehow, je le sais. Puis je pourrais même pas savoir dans sa sexualité à elle si elle se met des limites par rapport à ça. Par contre, je sais que là où c'est venu intervenir, puis je sais clairement qu'il y a une intervention de la religion peut-être indirecte, ça a été que ma mère, elle a toujours eu de la difficulté à parler de sexualité avec moi. Donc, à nouveau, est-ce que le discuter de la sexualité peut être un frein ou peut prendre racine dans des conceptions religieuses ou culturelles? Ça se peut. Puis qui n'a pas été discuté justement de besoins et de limites, mais qui a un peu cette conception-là tout autour de qu'est-ce qui est interdit puis qu'est-ce qui est permis, qui n'a pas nécessairement besoin de le dire, de l'expliciter, mais on le sait. Ça, c'est quelque chose qui a été partagé par plusieurs jeunes. Fouad nous dit, pour moi, il ne peut pas y avoir que du sexe sans amour. Pour moi, c'est quelque chose que tu dois partager avec la personne qui est la plus importante à tes yeux au monde. C'est quelque chose de très, très important. Puis je pense que je trouve ça un peu dommage qu'on oublie de plus en plus dans une société qui minimise cette pratique-là, en fait. Donc, je parlais de conception de l'amour, puis dans quel cadre la sexualité peut avoir lieu. Il y a plusieurs personnes qui nous disaient qu'au-delà de l'aspect marital, il fallait que ça soit une relation amoureuse, puis que cette conception-là répondait à une réinterprétation des textes religieux, justement. Que dans un contexte contemporain, c'était pas nécessairement dans un cadre du mariage, puis il fallait pas nécessairement attendre le mariage, mais il fallait qu'on soit dans un cadre défini, reconnu, amoureux, en relation pour qu'il y ait de la sexualité, puis que ça venait répondre à l'impératif religieux ou à l'impératif culturel, parce qu'au moins, il y avait quelque chose de solide et de défini dans la relation amoureuse. Et finalement, avant que je puisse répondre à vos questions, c'est ça, je voulais aborder très rapidement ce que veut dire queerness, racialisation et croyance. Comme je vous ai dit, j'ai fait mon projet de mémoire
sur les discriminations vécues et perçues par les Marocains et Marocaines queer de première génération d'immigration à Montréal. Fait que c'était vraiment des notions que ces personnes-là expérimentaient. Une négociation qui était vécue justement entre identité sexuelle et de genre dans un contexte aussi religieux potentiellement et interculturel. Je vous ai mis quelques résultats de mon étude, de mon mémoire, avec des analyses plus larges, mais si jamais vous voulez que j'aille un peu plus loin dans mon mémoire puis dans ces notions-là, n'hésitez pas. Donc, je vous ai mis, c'est ça, plusieurs analyses. La première qui est à la fin de mon mémoire, dans mon analyse des données que j'ai interviewées. Fait que je mentionne que plusieurs personnes interviewées ont mentionné avoir intégré à une certaine période de leur vie la conception que leur orientation sexuelle était une turpitude, déployant alors une stratégie identitaire d'intériorisation face aux normes sociales promulguées par les communautés marocaines et musulmanes. Il et elle ne remettaient pas en cause la légitimité du discours majoritaire condamnant l'homosexualité, mais l'acceptaient et l'intériorisaient. En raison de sa nature dite illicite, plusieurs personnes ont mentionné avoir tenté de compenser, d'en faire plus qu'il ne faut afin de pallier leur orientation sexuelle. Plusieurs des personnes que j'ai rencontrées ont, à un certain moment, intégré la notion que leur identité sexuelle et leur identité de genre étaient quelque chose d'illicite, de négatif, qu'il fallait s'en prémunir ou la contrer. L'invisibiliser. C'est toute une période qui a été révolue par toutes les personnes que j'ai rencontrées. Fait que si vous voulez quelque chose d'aussi un peu positif, peu importe que ces personnes-là aient fait un coming out ou pas, c'est quelque chose que les personnes à qui j'ai rencontré n'intériorisaient plus, que c'était quelque chose de foncièrement négatif. Après, est-ce que ça l'amenait des négociations, une forme de compensation ou essayer de naviguer à travers tout ça? Tout à fait. Il y avait toujours un peu un sentiment de honte puis de définition, de savoir où ces personnes-là se trouvaient en termes culturels, en termes religieux. Est-ce que je peux être encore croyant? Est-ce que je peux être encore proche de ma communauté culturelle? Ça, c'était des questions que tout le monde se posait encore aujourd'hui, mais n'intégrait plus cette vision-là que l'orientation sexuelle était quelque chose de profondément mal et discrédité par la religion. Si les négociations identitaires est quelque chose qui vous intéresse, il existe plusieurs typologies de négociations identitaires. Il n'y en a pas une parfaite. Il faut avoir un regard critique sur toutes les typologies, mais celle que j'ai utilisée, moi, pour mon mémoire est celle de Taboada Leonetti de 1990. C'est pour ça que je parle d'intériorisation. En fait, c'est lorsque Taboada Leonetti dit que c'est une négociation identitaire quand l'élément identitaire est non seulement accepté, mais intériorisé par les sujets qui ne mettent pas en cause la légitimité du discours qui les désigne par telle ou telle identité. Voilà pourquoi je parlais de cette notion-là dans cette analyse. Une autre analyse qui en est découlée de mon sujet de mémoire et des interviews que j'ai faites, c'est que pour plusieurs des personnes interviewées, les questionnements identitaires ont mené à l'utilisation d'une stratégie d'assimilation majoritaire. La négation ou le rejet de certains de leurs éléments identitaires ont altéré ces questionnements, lesquels ont mené à l'adoption de pratiques et de compréhensions privilégiées par ces groupes majoritaires. Ainsi, certaines d'entre elles ont décidé de ne plus être musulmanes, de renier leur foi, et ce notamment pour des raisons liées à leur orientation sexuelle. C'est un peu l'inverse de l'intériorisation. En fait, c'est l'intériorisation, les personnes ont assimilé que leur identité sexuelle ou leur identité de genre était quelque chose de négatif puis qu'il fallait s'en prémunir ou la cacher ou la nier ou la contrôler. Puis d'un autre côté, ben, il y a aussi un rejet de la croyance, un rejet de la communauté culturelle. Il y a plusieurs personnes qui nous disaient de ne plus être en contact du tout avec la communauté marocaine, ne plus du tout être croyante, ce qui est tout à fait légitime de naviguer sa croyance et potentiellement ne plus être croyant, mais que c'était vraiment ancré dans une conception que leur communauté culturelle et religieuse n'allait pas accepter éventuellement leur queerness. C'est quand même une étape identitaire que certaines personnes naviguaient avec.
Voilà, puis finalement, une autre négociation identitaire des personnes que j'ai interviewées, c'est la recomposition identitaire. C'est une stratégie identitaire qui a été utilisée par deux personnes que j'ai interviewées qui s'identifient maintenant à des groupes maghrébins et queer ou à des groupes queer muslims. Fait que c'est un peu une redéfinition, la création d'une autre communauté qui est importante, qui valide l'ensemble de leurs éléments identitaires, même s'ils ne sont pas nécessairement d'accord avec tout le monde qui appartient à ces communautés-là. Mais il y a comme une idéation, une affiliation à quelque chose de différent, puis qui vient les valider dans l'ensemble de leurs éléments identitaires. Puis là-dedans, ben, il y a un peu une critique aussi de la société de dire j'ai pas à choisir entre un ou l'autre. J'ai pas à choisir entre mon identité culturelle et religieuse ou mon identité sexuelle et de genre. J'ai pas à devoir en nier un ou l'autre. Je veux être l'ensemble de tout ça. Puis là, ça amène à une renégociation, ça amène à une réinterprétation des textes religieux potentiellement, mais ça vient dans un processus très agentif. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut valoriser parce que je crois que foncièrement, c'est ancré dans un processus individuel et collectif. Finalement, le temps avance et je veux avoir l'espace de répondre à vos questions. Je vous ai mis quelques réflexions, quelques petites stratégies à ne pas oublier dans un cadre d'intervention. La première, c'est de ne pas outer ou de pousser les jeunes à divulguer leurs relations amoureuses ou intimes et ou leur identité sexuelle et de genre. Outer, c'est un peu l'inverse du coming out. Fait que le coming out, c'est une démarche personnelle de divulgation de son identité sexuelle et ou de genre. Outer, c'est quand on pousse quelqu'un à le dire, à faire son coming out. Fait qu'il y a une pression à divulguer l'identité sexuelle et de genre à autrui ou de le faire à sa place. Fait que c'est pas du tout dans une démarche personnelle et agentive et individuelle, mais c'est quand quelqu'un d'autre nous pousse à la divulguer, soit en leur disant à notre place ou soit en mettant de la pression. Fait qu'il ne faut pas pousser les jeunes à le faire. Si les jeunes ont la confiance de vous le témoigner, ben, essayez de l'accueillir. Mais en même temps, si vous le sentez que c'est peut-être quelque chose qui doit être dit, ben, d'attendre que cette personne-là vous le dise puis vous le communique. Puis de garder en tête que c'est pas tout le monde qui désire faire un coming out, que c'est pas tout le monde qui désire de le faire au moment où il et elle le réalisent et de le faire en leur temps. Souvent, les personnes racisées et queer composent avec des pressions au coming out qui sont complètement à l'opposé, mais que tu peux rien faire en bout de ligne, dans le sens où il y a une pression à faire un coming out de la part des communautés queer, puis une pression à pas en faire de la part de leur communauté culturelle. Fait que peu importe le choix qu'ils et elles vont faire, ben, vont subir un peu l'opprobre d'une de leurs communautés. Donc, vraiment les laisser le faire en leur temps. Puis ça se peut que ces personnes-là ne le fassent jamais ou que le fassent à certaines personnes, mais à pas d'autres, puis que c'est correct, puis que c'est valide. La deuxième chose, c'est d'accepter l'inconfort puis d'être transparente sur ses billets. N'hésitez pas à poser des questions, à vous assurer d'avoir bien compris, à accepter que par moments, ça peut être inconfortable, mais que la posture d'inconfort peut être une posture pédagogique puis d'ouverture aussi à l'autre. Donc, ne pas hésiter d'être dans cette posture-là, même si c'est certaines visions, compréhensions qui vous sont plus difficiles et plus difficile à comprendre, justement. La troisième, c'est qu'il faut aussi pas oublier que l'école puis les lieux publics sont parfois les seuls endroits accessibles pour vivre leurs relations amoureuses et intimes, qu'elles soient queer ou pas. Souvent, il n'y a peut-être pas l'espace à la maison, pas l'espace dans des lieux familiaux de manière générale, d'un côté autant d'un côté que de l'autre. Fait que les écoles et les lieux publics peuvent être un lieu de rassemblement, puis le seul lieu où cette relation-là peut être déployée. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter que les jeunes aient de la sexualité à l'école, mais ne pas oublier que ça peut venir d'une volonté de se réunir puis d'être ensemble, puis que c'est le seul endroit pour le faire. Parce que le lieu privé n'est pas accessible pour ça.
Et finalement, les 3 dernières choses, valoriser l'agentivité des jeunes dans la définition de leur identité et de leurs décisions. Donc, les accompagner puis de ne pas mettre des mots dans leur bouche, de pas présupposer certaines choses, mais de vraiment de privilégier que les jeunes puissent définir leur propre identité, définir leur propre les décisions, de les accompagner dans la définition de leurs besoins, de leurs limites, de où ils et elles se situent, fait que ça soit un parcours commun, puis qui soit basé dans une démarche par et pour. Ne pas présupposer aussi que les familles, communautés culturelles et religieuses sont inévitablement réfractaires à leurs relations amoureuses, intimes et ou à leur identité sexuelle ou de genre. Il y a plein de personnes que j'ai rencontrées autant dans mon mémoire que dans les recherches que j'ai faites qu'à les 3 sexes, que leurs familles sont tout à fait confortables avec leur identité, avec leurs relations amoureuses. Est-ce que ça a été facile dès le début? Peut-être pas, mais que c'est un processus, puis qu'aujourd'hui, c'était tout à fait accepté, valorisé et les bienvenus. Fait que pas présupposer que de facto, la famille est réfractaire, puis la communauté culturelle et religieuse. Je vous ai donné l'exemple de Clara, qui est une rabbin lesbienne, donc ne jamais présupposer un cadre conceptuel ou un cadre de valeurs prédéfini. Et finalement, ben, de concevoir les parcours, relations, identité comme fluides et en mouvement. Ça se peut qu'un ou une jeune vous dise qu'il et elle se définit d'une manière, puis que 2 semaines plus tard, cette définition-là est changée. Puis ça se peut qu'on revienne en arrière, mais on ne revient pas vraiment en arrière parce qu'on avance, mais qu'on redéfinit, puis qu'on reprend des choses qui nous étaient propres avant. Fait que tout ça est en mouvement, tout ça est fluide, c'est pas linéaire. De toujours revalider les choses parce que ça se peut que les choses aient changé entre-temps, que ça se peut qu'il y ait d'autres éléments identitaires qui sont arrivés entre-temps. Estelle va en parler beaucoup plus par la suite, mais si c'est la question des pronoms, par exemple, ça se peut que les pronoms changent. Fait que n'hésitez jamais à les redemander, n'hésitez jamais à redemander où se situe, c'est quoi les liens relationnels, c'est quoi les liens interpersonnels, où se positionnent par rapport à la divulgation ou la transmission de leurs valeurs ou de leur identité. Fait que tout ça est en mouvement et de jamais figer les jeunes dans un seul socle prédéfini. Voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé et en un seul souffle. C'est ça, je voulais vraiment euh, laisser la place à des questions. Puis si vous avez des cas très spécifiques, Estelle est là aussi. Estelle va intervenir par la suite. Mais si jamais, elle peut répondre aussi parce que Estelle est beaucoup plus sur le terrain que moi. Moi, je viens beaucoup plus du milieu académique. Estelle vient beaucoup plus du milieu terrain. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis si jamais vous êtes intéressé par les 3 sexes, que vous aimeriez entamer ou discuter de collaboration, ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Voilà. Merci beaucoup.